Bon, accrochez-vous bien, l'équipe de Berkeley vient de faire un truc complètement dingue. Ils ont réussi à reproduire des technologies clés du DeepSeek R1. Et tout cela pour moins de 30 $, moins de 30 euros. Oui, j'ai pas fourché, je suis pas devenu fou, ça fait les gros titres. Car en fait, oui, on parle du même DeepSeek R1 qui avait fait perdre 1000 milliards de dollars en bourse en une seule après-midi quand la nouvelle était sortie. Alors l'équipe menée par le doctorant Jipan a mis tout ça en open source et on va regarder ça, c'est du jamais vu. Le code, il est sur GitHub et les expériences sont documentées. Tout est là pour que n'importe qui puisse reproduire les résultats. Et comme il le dit si bien sur Twitter, vous pouvez avoir votre propre moment Eureka pour moins cher qu'un dîner pour deux. Alors en termes techniques, on parle d'un modèle minuscule, 1,5 milliard de paramètres. C'est vraiment ridicule. Si vous ne savez pas ce que ce sont les paramètres, en fait dans le domaine de l'IA, les paramètres c'est ce qui caractérise un petit peu la puissance d'un modèle d'IA, c'est en fait la grandeur d'un modèle d'IA. Plus vous lui donnez de paramètres, plus il en a un nombre et plus il est supposément devenir plus intelligent. Bon, c'est pas si facile, mais en gros c'est ça, c'est la tendance quand même, en termes de tendance c'est quand même ça. En fait, pour vous donner une idée, eh bien, ce modèle-là est ridiculement petit comparé au mastodonte du marché. ChatGPT 4 tourne autour de 1700 milliards de paramètres. Llama de Meta, donc anciennement Facebook, lui fait dans les 450 milliards de paramètres. D'ailleurs, même les petits modèles font habituellement dans les 7 milliards de paramètres et les modèles moyens autour de 70 milliards de paramètres. Donc ici, Berkeley nous présente un modèle de 1,5 milliard de paramètres. Et puis, il y a ce petit détail qui change tout, le coût va continuer à baisser. Selon les dernières analyses de Dario Amodei, l'efficacité des algorithmes s'améliore assez rapidement en fait. Elle s'améliore environ 4 fois par an, alors qu'en 2020 c'était à peu près 1,5 fois par an. Donc on a une sacrée nette amélioration. En fait, ce qui coûte aujourd'hui 30 $ coûtera peut-être quelques dollars l'année prochaine et encore moins l'année d'après si on compte les améliorations continues des puces IA de Nvidia. Bon, ici, on regardait de plus près ce qui rend cette découverte si spéciale. Franchement, il faut parler de ce DeepSeek R1 d'abord et R1.0 parce que c'est la base de tout ce qui suit. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, ces gars-là qui ont inventé le DeepSeek, ils ont pris une approche complètement différente. Le groupe DeepSeek avait même publié un papier scientifique qui expliquait comment marchait le modèle quelques jours avant le crash. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo qui expliquait en détail comment cela marchait. C'était 2 à 3 jours avant le crash et avant que tout le monde en parle. Et ceux d'entre nous qui avaient lu le papier 3 jours avant donc ont vu venir le crash car le modèle était vraiment puissant en fait. Un tel papier scientifique, moi il m'avait vraiment impressionné. Je vous laisserai la vidéo en lien dans la description, vous verrez, je suis assez impressionné quand j'en parle car c'est assez incroyable ce papier. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour vous faire un petit rappel rapide de comment fonctionne le modèle, en gros, au lieu de faire comme tout le monde et d'entraîner leur modèle à coup de données, suivi de supervision humaine, donc RLHF, ils ont créé un environnement où le modèle apprend lui-même. Ils lui ont donné une espèce de sandbox pour qu'il puisse jouer tout seul et s'améliorer lui-même, s'auto-améliorer. C'est là le secret qui a fait que ça a explosé OpenAI en fait. Et ça franchement on pouvait que le voir venir quand on lit le papier, c'est assez impressionnant. Je l'annonce même dans la vidéo, c'est assez impressionnant ce qu'il s'est passé. Le truc le plus fou avec R1.0, c'est ce qu'ils appellent le moment. Pareil, j'en parle, mais en gros, le modèle se met à développer des capacités qu'on ne lui a jamais explicitement apprises. Par exemple, il a compris tout seul qu'il pouvait prendre plus de temps pour réfléchir à un problème complexe. Comme ils le disent d'ailleurs dans leur papier, le modèle acquiert naturellement la capacité de résoudre des tâches de raisonnement de plus en plus complexes en exploitant un temps de calcul prolongé. Donc en gros, essentiellement dans leur papier, ils nous expliquent que ce modèle-là, le R1.0, a développé ce qu'ils appellent des comportements sophistiqués, c'est comme ça qu'ils les appellent, et que donc le modèle se met à faire de l'auto-réflexion, à revoir ses propres étapes de raisonnement précédentes, et à chercher d'autres approches alternatives quand il n'arrive pas à trouver une bonne solution. Un peu comme réfléchir un humain en fait. Et ce sont ces développements spontanés qui améliorent vraiment, à mon avis, assez significativement ses capacités de raisonnement. Et tout ça sans supervision directe, ce qui se faisait jusqu'à présent, donc le RLHF. C'est un peu comme avoir un étudiant qui développerait ses propres techniques d'études sans du tout qu'on lui ait expliqué comment faire. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui regardent cette vidéo, donc peut-être que cet exemple vous parlera. Bon, et pour revenir au modèle, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce moment Eureka est en train de devenir un terme technique dans le domaine.
Un peu comme le très très fameux Attention is what you need, donc qui est devenu vraiment un mème dans la communauté IA. Donc c'était ce papier-là qui avait fondé l'IA en fait, c'est grâce à lui, c'est grâce à ce papier qu'on a trouvé les Transformers, donc la technique qui permet d'entraîner les IA. Et bien le moment Eureka, donc ce moment-là, ce papier scientifique-là que j'avais analysé, commence à prendre une signification très très précise en fait. En gros, c'est ce moment où un modèle découvre par lui-même une nouvelle façon d'aborder les problèmes. Donc bon, maintenant qu'on a compris ce que DeepSeek a fait, parlons de ce qui se passe à Berkeley, car c'est quand même là le sujet de la vidéo. Et il faut être honnête, Berkeley casse les codes. L'IA low cost arrive. Oui, l'équipe de Berkeley a fait un truc assez dingue. En gros, ils ont commencé tout petit, avec un modèle de 500 millions de paramètres. Bon, rien de fou à ce niveau-là, beaucoup de gens le font. Et le modèle faisait juste des devinettes basiques au début. On lui demandait de résoudre des devinettes faciles. Mais quand ils sont passés à 1,5 milliard de paramètres, là, boum, le modèle s'est mis à démontrer des capacités de résolution de problèmes assez impressionnantes. En fait, pour vous donner un exemple concret, prenons le jeu du compte à rebours. En gros, la tâche, c'était d'utiliser les nombres 1936, 55 et 7 pour créer une équation qui donne 65. Alors non seulement le modèle a réussi, mais il a développé sa propre stratégie de résolution de problèmes, en nous montrant donc une chaîne de raisonnement claire et logique. Et le plus intéressant dans tout cela, c'est la façon dont ces petits modèles ici développent des stratégies différentes selon leurs tâches. Pour le jeu du compte à rebours, ils ont maîtrisé la recherche et l'auto-vérification. Pour les problèmes de multiplication, ils ont appris la loi de distribution. Autre point crucial, l'algorithme de renforcement utilisé n'est pas aussi critique qu'on le croyait. Ce qui est assez impressionnant ici, et la raison pour laquelle je vous parle de cette découverte d'ailleurs, c'est qu'elle remet en question beaucoup d'hypothèses sur la complexité nécessaire des systèmes d'apprentissage par renforcement. Bon, et pour éviter de faire des phrases à rallonge, en gros, elles remettent en question tout ce que l'on croyait sur les modèles d'IA. Jusqu'à présent, on croyait que pour avoir des raisonnements complexes, de l'intelligence complexe, il fallait faire des modèles gigantesques à plusieurs milliers de milliards de paramètres. Eh bien, cela remet tout en question. En fait, ces avancées nous rappellent étrangement ce qu'on a déjà vu ailleurs, et je parle du schéma de Google qui se répète, l'histoire d'Alpha. Car oui, on ne peut pas parler de tout ça sans mentionner ce que Google a fait avec ses projets Alpha. Alors ça a commencé avec AlphaGo qui battait les meilleurs joueurs de Go à l'époque, puis on a vu AlphaGo 0 qui a appris sans aucune donnée du tout, juste en jouant contre lui-même et est devenu le meilleur dans le domaine. On a ensuite eu AlphaFold qui avait réussi à prédire des structures de protéines en quelques secondes et nous faisant gagner donc des dizaines d'années de recherche dans le domaine de la recherche des structures protéiniques, et tout cela en quelques secondes, ce qui était déjà assez dingue. En fait, pour vous donner une idée de la complexité, le nombre de configurations possibles pour une chaîne d'acides aminés est plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers connu. Donc le domaine est assez dingue en fait. À l'époque, j'ai beaucoup été intéressé dans ce domaine-là. À l'époque où je travaillais dans un laboratoire de physique moléculaire, j'avais d'ailleurs des collègues dans un autre service qui travaillaient sur ça, justement, sur l'étude des protéines et de leur structure moléculaire. Et avec les conversations que j'ai eues avec eux, j'appréhendais déjà juste la complexité de leur domaine. Et donc forcément, quand j'ai vu cette AlphaFold sortir, vous vous doutez bien que la première chose que j'ai fait, c'est les appeler pour leur demander mais qu'est-ce que c'était que ça, et franchement, c'est complètement un truc de fou. Alors je crois que beaucoup de gens en avaient parlé à l'époque, je sais plus. Ça a fait un gros bruit bien sûr, hein, mais ça n'a pas fait le bruit que je pense que ça aurait dû faire, car c'est vraiment quelque chose qui a changé beaucoup de choses dans le domaine de l'étude des protéines. Mais bon, bref, là je radote, mais c'était une petite histoire personnelle. Pour rester donc dans le domaine de Alpha, plus récemment nous avons eu Alpha Tensor, Alpha Géométrie et Alpha Proof. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais ces deux dernières IA que j'ai citées ont presque décroché la médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques. Il leur manquait juste un point. Leur performance était comparable à celle d'un médaillé d'or, juste ça. Bon, pourquoi je vous parle de tous ces projets? Car en fait, il y a un point commun entre tous ces projets. L'apprentissage par renforcement, le RLF. C'est la même recette, mais appliquée à différents domaines. Le codage, les jeux, les protéines, les mathématiques, la physique, etc. Vous pouvez tout imaginer. Vous pouvez même entraîner une IA grâce au RLF pour trouver comment, je sais pas moi, organiser votre frigo. Bon, on peut tout imaginer en fait pour entraîner des IA. Et maintenant, on commence à voir cette approche fusionnée avec les modèles de langage, créant quelque chose de vraiment spécial ici. Il faut juste reparler des prédictions de Leopold Aschenbrenner, car en fait il avait prédit à l'époque qu'autour de 2026-2027, on verrait une explosion de l'intelligence artificielle.
C'est à peu près la même période où Dario Amodei prévoit également que ces modèles deviendront meilleurs que les humains tout simplement pour la plupart des tâches, y compris la recherche en IA. Des modèles meilleurs que les humains pour s'auto-améliorer, ce qui semble assez dingue. Sabine Osfender avait aussi, et d'ailleurs elle n'est pas la seule, avait aussi pointé 2 limites majeures par contre dans cela, l'énergie et les données. Jusqu'à là, rien de surprenant. Elle disait, et je cite, « Où allez-vous obtenir plus de données une fois que vous aurez entraîné votre IA sur toutes les données disponibles en ligne ?» Ce qui est une remarque très pertinente. Et c'est là où rentrent en compte les données synthétiques dont j'ai déjà parlé justement dans la vidéo de DeepSeek. Pour ce qui concerne l'énergie, DeepSeek a réduit les coûts de calcul de près de 50%. Donc en fait l'énergie c'est plus trop un problème. Et pour les données, on voit maintenant que les modèles peuvent générer leurs propres données d'entraînement grâce à l'apprentissage par renforcement également. C'est assez drôle quand on y pense. Même Sabine, qui est vraiment brillante en fait au demeurant, n'avait pas vu venir ces avancées aussi rapidement. Elle parlait même d'une bulle techno-utopique. Mais on voit bien que la réalité a dépassé ses prédictions. Ce qui est vraiment impressionnant ici, c'est qu'on découvre que le seuil pour des capacités de raisonnement sophistiquées est beaucoup plus bas que ce que l'on pensait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. On a en fond de cette découverte quelque chose de plus impressionnant que ça. André Karpathy, donc un grand nom dans le domaine de l'IA, l'a parfaitement expliqué dans son analogie avec un manuel scolaire. Vous avez l'information de fond, qui serait donc le pré-entraînement ici pour les IA. Vous avez ensuite les problèmes résolus, qui serait le fine-tuning supervisé dans le domaine des IA. Et enfin, vous avez les exercices pratiques. Donc ici, ça serait l'apprentissage par renforcement. Comme il le dit, et je cite, « La chose la plus importante qu'on puisse faire pour l'open source et l'IA en général, c'est de construire une grande diversité d'environnements d'apprentissage par renforcement, qui aident à faire émerger des stratégies cognitives dans les modèles de langage. » etc. Fin de citation. Et franchement, c'est exactement ce que l'on commence à faire avec ces petits modèles spécialisés. Et DeepSeek est une entreprise chinoise, ce qui rend cette avancée d'autant plus intéressante. En fait, ils ont une culture très différente de la Silicon Valley et des dynamiques sociales différentes aussi. Et pourtant, ils arrivent aux mêmes conclusions sur l'importance de l'apprentissage par renforcement et de l'auto-évolution des modèles. Petite remarque, un abonné m'avait fait un commentaire très pertinent sur la vidéo, sur une des vidéos de présentation de DeepSeek, et il disait qu'en fait DeepSeek avait réussi à cela car en fait les Chinois ont un langage différent du nôtre. La structure même du langage chinois est très différente du langage romain, ou latin en tout cas, et que c'est cela qui avait permis en fait à l'IA chinoise d'avoir un raisonnement, un schéma de pensée différent du nôtre occidentaux, et que ce langage-là, le chinois, est beaucoup plus prompt à un raisonnement et à une logique avancée. C'est franchement une remarque très intéressante, j'y avais jamais pensé, mais effectivement, le modèle DeepSeek a été entraîné sur des caractères chinois, donc le langage chinois, qui lui s'articule complètement différent du langage que nous, les Occidentaux, nous utilisons. C'est une structure complètement différente en fait, c'est une façon un petit peu, même très différente de voir la vie. Et franchement, bon, je vous en parle ici rapidement, mais j'aimerais vraiment creuser le sujet et je pense que je vous en ferai une vidéo dédiée. La vidéo commence à être un petit peu longue, mais j'aimerais vraiment finir par quelque chose d'assez intéressant. J'aimerais vous rappeler ce que disait Ilya Sutskever, un des 3 pères fondateurs de l'IA. Il y a quelques années, il disait la chose suivante, les transformers, les réseaux neuronaux, ce qu'ils veulent, c'est juste apprendre. Et pour être honnête, on ne voit pas du tout la diminution des retours sur investissement dans la recherche en IA en ce moment. Au contraire, en fait, chaque développement crée un effet boule de neige. Les percées de DeepSeek sur l'efficacité des réseaux neuronaux vont être utilisées maintenant par OpenAI, Meta et les autres, et eux-mêmes vont faire des découvertes incroyables. C'est comme ça que la science avance d'ailleurs, mais le truc c'est que ça ne s'arrête pas, ça fait que s'accélérer. Alors quand est-ce que cela va s'arrêter, je sais pas, mais on vit à une époque vraiment incroyable. Juste un petit point crucial à ne pas oublier, alors le papier n'est pas encore publié de Berkeley, mais les résultats préliminaires montrent déjà quelque chose d'absolument fascinant. Je vous ferai une analyse détaillée si nécessaire, mais en gros cette capacité d'auto-évolution, ce fameux moment Eureka qu'on voyait dans les grands modèles très coûteux, peut aussi se produire dans des petits modèles à 30 $. Et ces modèles vont peut-être coûter 8 € l'année prochaine, puis 2 € l'année d'après, qui sait. Parce que tout cela c'est sans prendre en compte les améliorations continues également des puces Nvidia. D'ailleurs, en parlant d'évolution des coûts, il y a quelque chose de vraiment intéressant dans les chiffres de Dario Amodei. Hier encore, il parlait de la vitesse à laquelle les coûts diminuent.
Et ce n'est pas juste grâce au matériel qui s'améliore, c'est les améliorations algorithmiques qui font une énorme différence ici. En 2020, l'efficacité s'améliorait de 1,5 fois par an, comme je vous le disais. Et maintenant, on parle de 4 fois par an, c'est-à-dire que les algorithmes que vous avez aujourd'hui seront 4 fois plus efficaces dans 4 ans. Alors, est-ce qu'on a atteint un point d'inflexion, le fameux point d'inflexion, vous savez, qui fait que tout s'accélère non-stop? Où serons-nous dans 10 ans? J'ose même pas imaginer, ça va trop vite. Les capacités de raisonnement avancées émergent pour l'IA. Et c'est un seuil beaucoup plus bas que ce que l'on imaginait. On s'approche de l'explosion de l'intelligence artificielle. Donc c'est ces moments où les systèmes deviendront meilleurs que tous les humains réunis, c'est la fameuse AGI. À l'époque, beaucoup pensaient que c'était de la science-fiction. Et bien aujourd'hui, avec ces développements dans les petits modèles qui apparaissent, ça semble beaucoup plus plausible. Je sais pas, mais je sens quelque chose dans l'air. Je sens qu'on s'y rapproche quand même pas mal. Il y a un an, lorsque j'analysais toujours le domaine de l'IA, eh bien, certains experts pointaient que l'AGI arriverait dès 2027 et je ne les croyais pas en fait, j'avais beaucoup de mal à les croire. Eh bien maintenant, j'ai changé d'avis. Honnêtement, j'ai changé d'avis. Les choses vont tellement vite que je ne sais pas quand est-ce que cela va arriver. Ça peut arriver beaucoup plus vite que l'on le pensait. Une AGI, une vraie intelligence qui soit meilleure que tous les humains combinés. Alors désolé, je vous voyais que je m'enflamme un petit peu, mais c'est vraiment un domaine qui me passionne énormément. Et voir ce genre de progrès, ce genre d'avancée non-stop qui arrive de jour en jour, tous les jours vous voyez qu'on couvre des nouveautés assez énormes, eh bien ça me donne beaucoup d'énergie pour être honnête. Le plus beau dans tout ça, c'est que n'importe qui peut participer à cette révolution. Vous voyez, hier c'était DeepSeek, une sombre équipe chinoise qui a sorti un modèle qui a tout éclaté, qui a éclaté OpenAI, qui a éclaté Nvidia, qui a mis tout le monde à genoux en fait tout simplement. Aujourd'hui c'est Berkeley, donc une petite équipe de chercheurs aux États-Unis, et quand je dis petite, bien sûr c'est entre parenthèses, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas les mêmes fonds qu'OpenAI, mais bref, qui nous sortent aujourd'hui un modèle de 1,5 milliard de paramètres à moins de $30, qui est très puissant. Un modèle que vous pourrez faire tourner sur votre téléphone, en fait, vous voyez à quel point c'est petit. Eh bien, c'est assez enthousiasmant de voir ce secteur-là. Allez, la vidéo commence à être assez longue, j'ai l'impression que je commence à radoter, donc on va s'arrêter là. Je vous rappelle juste que si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour me soutenir, et si vous aimez ce genre de contenu. En ce moment, je publie une vidéo par jour. Évidemment, avec ce que je viens de vous dire, vous comprenez pourquoi. Je vous rappelle également que vous trouverez tous les liens de la formation en IA en commentaire de la vidéo. Si vous voulez apprendre à utiliser l'IA, c'est maintenant. Vous voyez à quel point les choses s'accélèrent, donc de plus en plus de gens vont commencer à utiliser l'IA. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de commencer à apprendre à utiliser l'IA. Et j'ai justement fait une formation donc, que je veux abordable pour tous, car mon objectif final de conscience par rapport à l'IA, comme je vous le disais, est que vous puissiez prendre en main l'IA dans votre vie quotidienne, car ça arrive, et dans quelques années, tout le monde l'utilisera. Alors autant vous positionner maintenant en direct, et en apprendre beaucoup plus sur cette magnifique technologie. Merci encore une fois pour avoir regardé, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux deux chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.